l'actualité a noté la sortie d'un capitaine révoqué de l'armée il y a de cela quelques jours, une interview à travers une chaîne de télévision, un programme qui s'appelle Masterclass, où le capitaine Effoudou a dit beaucoup de choses. La question qu'on vous pose, messieurs, on va être très précis là-dessus, que cache finalement cette sortie du capitaine Effoudou? Colonel, on commence par vous. Ben, merci de commencer par moi, parce que je pense avoir une expertise sur la question, et je suis votre conseiller sur les questions stratégiques et sécurité. Je dois dire que nous analysons, nous percevons un centre de gravité de certains acteurs à vouloir impliquer l'armée camerounaise sur des questions politiques et pour la transformer en une armée prétorienne. Je dois vous dire que ce genre de pratique, ce genre de démarche ne peut pas être fructueuse et est même dangereuse pour la sécurité de l'État. Là, je vous parle en militaire discipliné que j'ai été pendant plus de 35 ans, et en ce que le militaire doit rester où il est. Vous voyez, aujourd'hui, je fais de la stratégie, je peux parler à découvert de certaines questions, c'est parce que je suis sorti du système de la réserve. Le constat fondamental d'un soldat, c'est fermer sa bouche, le devoir de réserve. Ça, c'est fondamental. Et un officier qui s'exprime en dehors de ce cadre-là, mais moi, qui suis aujourd'hui libre de mes pensées, je me réserve, n'est-ce pas, de dire des choses qui peuvent viser des informations sensibles, ou bien alors user des titres que j'ai eus pour pouvoir ici laisser libre cours à certaines connaissances qui seraient rédhibitoires pour la sécurité de mon pays. Il faudrait que les militaires restent là-dedans. Je dois vous rassurer d'une seule chose. Ce genre de motivation à mobiliser les forces de défense pour faire quelque chose qui ne sacralise pas leur mission régalienne, à savoir la défense de l'intégrité territoriale, la défense des personnes et des biens, est totalement une aventure. Les politiques devraient cesser d'impliquer les forces de défense dans leurs affaires. Et cette communication qui va de tous les côtés, où on prend la parole de n'importe quelle manière dans les armées, c'est strictement interdit. Lorsque j'étais chef de division de la communication, j'avais un mandat pour dire, et je ne disais pas ce que je pensais, je disais ce que la ligne éditoriale m'indiquait de dire. Laissez l'armée en dehors de vos questions politiques. Et ça, je vous le dis en expérience de senior, vous n'y gagnerez rien, sinon une conductibilité du chaos. Alors, vous avez donc un capitaine révoqué. Est-ce que le fait d'être révoqué ne lève pas l'aspect de l'obligation de réserve? Moi, je dois vous dire, par exemple, que j'ai un devoir de réserve. C'est pas parce que je suis libre que je devrais parler de n'importe quoi sur les plateaux. Je sais ce que je dis et je le fais avec un certain équilibre. Et je garde tout ce qui est même secret défense. Vous pensez que sur ce plateau-là, il y a quelqu'un qui soit mieux renseigné sur les choses de la sécurité que moi? Mais vous me voyez ici en train de venir dire n'importe... Non, il faut faire très attention. La question n'est pas là. La question, c'est de garder sa position. Il a eu ses antécédents. Et aujourd'hui aussi, le fait de désacraliser l'appareil politique, et si c'est là, nous ne faisons pas quelque chose de bien. Il faut faire des analyses stratégiques qui sont portées sur des éléments factuels, sur des centres de gravité, sur des idées maîtresses et sur des effets finaux recherchés. C'est cela le stratège. Être capable de prendre un système, même s'il y a des failles, même s'il y a des corollaires qui sont défaillants, essayer de voir en quoi est-ce que l'élément factuel central peut être analysé et donner des réponses. C'est pour ça que nous distinguons, n'est-ce pas, de la jactance et autre chose. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un officier qui a été certainement déversé pour une raison qui doit être majeure, parce que l'officier est soumis à la sanction pénale, la sanction administrative, n'est-ce pas, et même la sanction militaire, de la justice militaire. S'il est sorti, il est sorti. Qui, vous croyez que dans les armées, n'a pas reçu une quelconque désapprobation ou bien une difficulté particulière? Nous devons servir avec honneur et fidélité. Je dois enseigner ici, parce que cela je l'enseigne, c'est la psychologie du soldat. Elle doit être motivée principalement par 4 piliers. Il y a d'abord le pilier du moral. Il y a le pilier de l'amour de la patrie, qui ne se détache point de l'unité nationale. Il y a le pilier de la fidélité, n'est-ce pas, qui reste extrêmement fort. Et enfin, il y a le pilier de l'honneur. Poser des actes qui restent dans le sens de l'honneur. Ça ne dispense pas
un stratège ou qui que ce soit qui a cette liberté d'expression, de pouvoir dire ce qui ne va pas poliment et de proposer une axiologie stratégique sur ce qu'il doit dire. Comprenez-vous? Ce genre de jeu s'est alimenté par une velléité particulière que l'on connaît. Et on connaît cette velléité de pouvoir attiser des braises, pousser des gens à faire des choses qui ne vont pas. L'armée camerounaise va rester toujours républicaine et professionnelle. Et c'est ce que moi, en tant que senior, je peux léguer comme conseil au cadet. Le cadet qui l'a fait, il faudrait qu'il arrête de le faire. Il est l'objet d'une manipulation de certaines personnes qui ont des centres de gravité différents. Nous voyons ici une diversité de pensées qui ne vont pas forcément à l'encontre, n'est-ce pas, soit du pouvoir, ou alors qui va, n'est-ce pas, parallèlement avec le pouvoir. Il y a une liberté d'expression. Mais ça ne doit pas être, n'est-ce pas, la politique au Cameroun, l'influence ne doit pas participer de certaines manipulations où on va mettre des gens devant une réalité qui est délicate au Cameroun. Arrêtons de le faire. Si c'était une velléité qui est caressée par les politiques, par les différents acteurs, qu'ils gardent l'armée tranquillement dans ses missions fondamentalement régaliennes. Nous sommes d'accord, Roger. Comment est-ce que vous avez lu cette sortie du capitaine Effoudou? Vous savez, le capitaine Effoudou est d'abord un fils de colonel. Son père a été le colonel Effoudou, que tout le monde, un grand militaire dans l'armée camerounaise. Il a eu la responsabilité de travailler à la présidence de la République dans des services extrêmement sensibles. Et je pense que, en tant que fils de militaire, ceux qui l'ont promu à ces responsabilités voyaient l'image de son père. Maintenant, le soldat, c'est avec honneur et fidélité. C'est un engagement qu'on prend. Est-ce que, vous savez, il a prêté serment. Il connaît les dossiers sensibles. Il est tenu par une obligation de réserve qui ne vous quitte pas jusqu'à la mort. Vous ne pouvez pas travailler dans les services de renseignement américains et vous venez à Yaoundé, vous vous installez pour commencer à bavarder. Donald Trump va essayer de vous récupérer ici pour que vous alliez rendre compte là-bas. Même en Chine, les Chinois, les Russes, tout le monde, ils fonctionnent comme ça. Et moi, je regarde le timing et je vais faire un lien entre ce que nous disions tout à l'heure et ce que nous sommes en train de dire maintenant. Nous autres, quand nous prenons la parole, ce n'est pas parce que nous voulons défendre ceci. Moi, on ne peut pas m'instrumentaliser pour dire ce que je ne peux pas dire. Parce que par conviction, un patriarche, président de la République, qui a des hauts faits, en tant qu'ancien premier ministre et tout ça, qui a atteint un âge respectable, vous ne pouvez pas me convaincre qu'il est mon adversaire pour le futur. Parce que lui n'a plus d'avenir. Non. Le contexte précis et le contexte dans lequel le jeune capitaine Effoudou rompt sa réserve pour commencer à entacher l'institution centrale, la présidence de la République, en déclarant un certain nombre de choses, participe bel et bien de ces batailles de succession autour de la continuité institutionnelle dont nous parlions tout à l'heure. Et le colonel Didier Badie, qui est un stratège, a raison d'indiquer que ce jeune homme est instrumentalisé par des gens qui ont d'autres objectifs à atteindre. Moi, j'ai suivi l'actualité, j'ai écouté quelqu'un qui se trouve en Gambie, qui est un ancien compagnon, parce que j'ai cheminé avec lui, qui se trouve en Gambie, qui a dit « Forces armées du Cameroun, venez me récupérer pour me ramener ». Il s'appelle Tiroma Bakari. Lui aussi a convoqué les forces armées pour venir le chercher. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes lâches voulaient instrumentaliser l'armée pour rentrer dans ce jeu de massacre qui semble avoir commencé afin d'aboutir au chaos. Mais le chaos, vous n'êtes pas sûr qu'il vous profite. La Révolution française a décapité tous les Saint-Just et tous les autres révolutionnaires. Est-ce que forcément le chaos va vous profiter? Nous traversons une période extrêmement difficile. Notre pays est un grand pays situé au fond du golfe de Guinée. C'est un pays fusible dont l'implosion peut avoir des déflagrations tout autour, en termes de stabilité. Nous devons toujours être animés par ce patriotisme-là. Ne disons pas des choses pour plaire aux gens. Nous traversons une période difficile. Notre dirigeant a un certain âge. Des batailles ont lieu pour prendre le contrôle de ce pays qui est très riche
Et méfions-nous de tout ce qui sort de part et d'autre. Parce que j'ai vu, et moi je lis les réseaux sociaux comme vous, j'ai vu la connexion qu'on a fait entre mon frère Palmer, qui a conduit cette interview-là, le capitaine Effoudou, en tentant de dire qu'il est d'Abomban. Non, il est d'Atok, la chefferie d'Atok, parce que je les connais, je connais son grand frère, Edgar Effoudou Abaté, qui était à l'Asiatique. Ils sont d'Atok, pas d'Abomban. Vous voyez, donc ces connexions, pas de Dimako. Donc ces connexions qu'on est en train de faire, qui renvoient sur l'échiquier central d'une bataille bien larvée, qui a débuté depuis quelque temps autour de la continuité institutionnelle, je pense que nous pouvons simplement inviter nos téléspectateurs et les citoyens à être concentrés, à être très vigilants et à faire attention. Vous parlez de ces risques de manipulation, que le capitaine Effoudou serait manipulé. Sous le Noyolo, est-ce que ce n'est pas là l'une des illustrations de ce que vous appelez les Bunganjanga? Ça va un peu dans tous les sens depuis un certain temps. Vous savez, Jean-Jacques, quand j'ai réécouté la sortie de ce capitaine de Fordu aux yeux, ça fait peur. Et très peur. Parce que exposer toute une institution, ou alors plusieurs institutions au regard des personnalités qui sont citées, et que cela se fasse par quelqu'un qui est habillé en tenue militaire. C'est-à-dire que l'armée est dans la rue. Mais je voudrais dire quelque chose au colonel Badjek. Parce que quand Roger qui évoque la paternité du capitaine, je voulais le voir glisser sur un fait, n'est-ce pas, qui plombe, tue, pourrit le Cameroun, la reproduction génétique des classes sociales. Mon père, le père est colonel, il veut que ses enfants fassent la même carrière que lui. Le père est magistrat, il veut que les enfants fassent la même carrière que lui. Plus d'enquête de moralité, tu seras, n'est-ce pas, capitaine, et ça va. Pire encore, sans qu'on soit soucieux, n'est-ce pas, de la moralité de la personne, on le place où? Au niveau central de la gestion du pouvoir, à la présidence de la République, n'est-ce pas? Et ça me ramène à dire quoi? Quand j'ai évacué la question, n'est-ce pas, de la reproduction génétique des classes sociales, vous avez quelqu'un qui a été à la présidence, qui est en train de triander le secrétaire général. Ils sont deux supposés être les plus proches. C'est-à-dire que, et on suppose que c'est eux qui voient beaucoup plus de fois le président de la République. Est-ce que ça veut dire que ils sont conscients aujourd'hui définitivement, convaincus de l'état fragile du président de la République? Je ne suis pas géostratège, mais je m'interroge. Parce que ceux qui rencontrent le grand-père, au jour le jour, connaissent la santé clinique du grand-père plus que ceux qui sont loin. Donc ils sont capables. Et c'est pour ça que j'ai dit, Roger, finalement, aujourd'hui, l'âge, n'est-ce pas, du chef de l'État a finalement grossi certaines interrogations sur la capacité effective du chef de l'État à gouverner. Je ne sais pas si on est dans le même sujet. Parce qu'on est dans le même sujet. Je veux qu'on reste dans le sujet. Les débats sur l'âge du président, on les a tenus, on les tiendra toujours. Essayons de rester un peu sur le sujet. S'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire récente. Les deux sujets, que ce soit le premier et l'autre, sont la même chose. Ne pensez pas que vous avez créé deux sujets différents. Il y a l'un dans l'autre. Je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit. C'est pour ça que mais cela ne soulève pas fondamentalement la question de l'âge. On peut encore parler de la gestion du pouvoir. Voilà. Ce n'est pas une affaire récente. Dans ce que je dis, ce n'est pas l'âge. Je vous dis que la question n'est plus au niveau de l'âge. Mais la capacité effective du chef d'État à gouverner, c'est ça qu'il faut prendre. Ce sont les psychologues qui ont évalué cette capacité. S'il vous plaît. Les médecins ont-ils Parce que quand vous convoquez le fait en manque d'élégance et d'éthique, à savoir que
parler de l'absence ou alors prolonger du président de la République, ça ne veut rien dire. On est là, hein, dans toute la problématique, M. Jean-Jacques Zé. Et puis, c'est là, je voulais en arriver en fait, que ça s'appelle les maladies opportunistes de fin de règne. Ce climat, tout ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle les maladies opportunistes. Parce que maintenant, les propos rapportés par le capitaine... On veut entrer dans le fond des propos. Voilà, c'est ça. On entre dans le fond des propos. On essaie de contextualiser pour comprendre le comment et le pourquoi cette sortie maintenant. Je ne suis pas en train d'interpréter, je ne suis pas en train d'analyser. Un journaliste comme moi ne peut pas se permettre cela. Je ne peux pas. D'accord. Vous avez compris. Vraiment, j'ai compris. Je ne peux pas rentrer dans les propos. Mais je voudrais m'interroger. Est-ce que les propos rapportés par ce capitaine peuvent être interprétés comme un signe, n'est-ce pas, de tension interne à la présidence? Première question. Sans vouloir tirer les conclusions sur une crise institutionnelle, parce que je n'ai pas des éléments vérifiables, mais il y a un problème réel. Le véritable enjeu de ces déclarations, ça traduit quoi? Est-ce qu'il y a un conflit entre les responsables? N'est-ce pas? Parce que vous avez vu un monsieur qui ouvre sa Kalachnikov contre tout un SGPR. Est-ce que c'est un conflit entre responsables? Est-ce que c'est une intention individuelle? À savoir que maintenant qu'ils croient que le SGPR et certains sont responsables de sa révocation, il ouvre le feu sur cela et il peut dire ce qu'il veut. Mais là, l'autre chose, est-ce que cela traduit des dysfonctionnements, n'est-ce pas, plus profonds dans les mécanismes de gouvernance? C'est extrêmement important. Est-ce que cela traduit cela? C'est-à-dire que des dysfonctionnements au point où quelqu'un qui a été le secret, alors un monsieur qui était dans le secret, qui s'occupe du renseignement, on peut bien s'interroger, n'est-ce pas, en faisant l'effet retour. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a passé le temps à faire? Est-ce que sans rentrer dans l'intérieur de ce qu'il a dit, on peut se permettre de se poser des questions quand cela arrive comme c'est. Je laisse le colonel. Merci. Sur les aspects techniques, n'est-ce pas? Merci. Il peut, parce qu'il peut se permettre un certain nombre de choses au vu, n'est-ce pas, de ce qu'il connaît en profondeur l'armée. Mais moi, je peux pas. Je reste dans les... Une réaction rapide. Il y a beaucoup de pans qui montrent, je peux déconstruire, n'est-ce pas, ce récit, par certains amalgames. Déjà, lorsqu'on évoque l'affaire Zogo, c'est pour taper un peu dans une évocation. On fait référence à Dimako. Voilà. Il y a même une scénarisation de cette interview. S'il vous plaît, ne ramenez pas l'armée camerounaise à son plus bas niveau. Non, à son plus bas niveau, là, je suis désolé. L'armée camerounaise aujourd'hui a fait face toute seule entre 2014 et 2015 contre Boko Haram. Elle était seule au front. Je voudrais qu'on ait du respect pour cette armée-là aujourd'hui et définitivement. C'est une armée professionnelle. Alors, cette armée aujourd'hui fait face à plusieurs crises. L'extrême nord, qui est en train de reprendre avec Boko Haram, le nord-ouest et le sud-ouest, où il y a une insurrection, la partie hauturière, où il y a une piraterie qui sévit, le sud et l'est du pays, où il y a des contrebandiers qui continuent à sévir, et l'est même du Cameroun, qui fait face aujourd'hui aux menées des incursions et tout le reste. Heureusement que c'est une armée qui est polymorphe. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, ramener quand même la sécurité présidentielle à un mercenaire qui se balade aux abords de la présidence et sur qui on prend des armes sophistiquées. Ça veut dire quoi, les armes sophistiquées? Essayons maintenant de faire un parallèle d'armement. Il avait quoi? Il avait un drone avec des explosifs de 400 kg ou bien le reste, ou alors il avait une arme de sniper. Pour ne pas pouvoir faire face aujourd'hui à un corps suffisamment solide comme la GP qui est rompu à la guerre urbaine, anti-cité. Non, ne ramenons pas ça.
si jamais un individu de ce genre aurait été, en plus de cela, interpellé, ce qui m'étonnerait dans la périphérie tout autour de la présidence, parce que quand même la sécurité camerounaise, n'est-ce pas, au niveau des forces de défense et sécurité, elle est au top niveau. Attention à ce que nous disons. Alors, on interpelle l'intéressé, on va le déposer à la sécurité militaire, et puis après, il y a le SGPR qui, après un coup de fil, fait sortir l'intéressé. Non, ça, c'est ramener. C'est une fabulation qui n'a pas de ça. Non, ramenons l'armée camerounaise à son sens professionnel. Aujourd'hui, elle a un armement qui essaie de faire face aux défis qui l'interpellent. Et elle remplit bien ses missions. C'est vrai. Il faut la reconstruire aujourd'hui parce que les guerres ont effrité un peu son potentiel, mais ça s'arrête là. Nous avons quand même une armée qui, au niveau de toutes ces strates, fonctionne. D'accord. Les questions posées par Soulé tout à l'heure, professeur, notamment le contexte, est-ce que cette sortie n'est pas l'illustration des batailles, beaucoup ont parlé de guerre de clans, qui existeraient à la présidence de la République? Bon, ce que vous appelez guerre de clans, ça existait dans tous les régimes. Vous ne devrez pas être surpris. À partir du moment où vous avez des fortes têtes à des positions de commandement, n'est-ce pas? Il y a toujours des batailles internes. Je peux vous donner des exemples. Quand Ronald... l'impression c'est amplifié ces derniers temps. Quand Ronald Reagan était au pouvoir, on le voit bien, tout est dehors. Il avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait George Shultz, qui est resté d'ailleurs ministre des Affaires étrangères de George Bush père, parce qu'ils étaient tous républicains. Et un jour, George Shultz est allé devant la presse, il a dit que il y a un jeune homme à la présidence qui l'empêche de voyager avec Ronald Reagan, ou bien de voyager avec George Bush père. Ce sont des batailles entre ceux qui sont au pouvoir. N'est-ce pas? Vous entendez souvent qu'il y a des batailles entre le FBI et la CIA. Quand les gens sont au pouvoir, ils se battent constamment. Je ne veux pas donner d'exemple au Cameroun parce que nous sommes au Cameroun. Donc je ne veux embarrasser personne. Donc cette affaire-là, quand moi je l'ai lu et j'ai suivi l'interview qu'on a accordée à Morgan Palmer, et je l'ai lu parce qu'elle a été retranscrite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on voulait éclabousser, n'est-ce pas, qui travaille avec cette guerre de clans. Oui, qui travaille avec le président depuis 14 ou 15 ans. Voilà. C'est la guerre des clans et ce sont toutes choses normales. Dans des contextes comme celui-ci. Dans des contextes comme le nôtre. N'est-ce pas? Sauf que ailleurs, parfois, ce sont des batailles feutrées. N'est-ce pas? Les gens font extrêmement attention. Mais si un ministre des Affaires étrangères peut convoquer la presse et lui dire il y a un jeune homme à la présidence qui, lorsque le président va à l'étranger, il fait tout pour que mon nom ne soit pas dans la délégation du président, ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que c'est très grave. Donc, ça ne devrait pas nous effaroucher outre mesure. Ce sont des choses qui arrivent quand il y a des êtres humains qui sont au pouvoir. Mais je pense que c'est que les gens... de maladies opportunistes et de la fin de règne. Ça n'a rien à voir avec la fin de règne. Vous êtes d'accord qu'on est en fin de règne? Ça n'a rien à voir avec la fin de règne. Vous n'êtes pas d'accord que Reagan a passé... On ne parle pas de Reagan. On ne parle pas de Reagan. Non, c'est pour vous dire que les gens qui voient les fins de règne partout, ils voient les fins de règne partout. Le pouvoir est bien en place, hein? Jean-Jacques, vous pensez sincèrement? S'il n'y a pas un affrontement entre Dimaco et Jean-Jacques, quelqu'un peut se lever là. Ah bon? Quelqu'un peut se lever là et il dit qu'il va aller prendre la place de Paul Biya et tout dit. Le pouvoir est bel et bien en place. Les acteurs qui sont cités sont là-bas déjà. Pas un affrontement. Ils sont là-bas. Moi, je ne crois pas à ces choses. Couper la parole du professeur. Je ne crois pas à ces choses. Vous croyez donc à quoi? Les gens... C'est une sortie fortuite? Non. Est-ce qu'elle est fortuite? Peut-être que le jeune homme a été monté par un camp. Voilà. N'est-ce pas? Pour éclabousser un autre camp. Voilà. N'est-ce pas? Et ça se passe tout le temps en politique. Ça se passe tout le temps en politique. Mais le régime, lui, il est en place. Parce que le régime, lui, il observe tous ces gens. Voilà. En place en Suisse.
Mais pour savoir, il est là. Il observe. Est-ce que le régime doit observer? Parce qu'on lit quand même les commentaires. Il y a des réactions lorsque un haut responsable, en tenue d'ailleurs, s'exprime de cette manière. Vous pensez que le Cameroun est rassuré? Oui, mais il vous n'êtes pas fraudé. Vous n'êtes pas fraudé. vient de vous dire qu'il ne fait plus partie de l'armée. Vous n'êtes pas fraudé. Mais il faut faire attention parce que le régime observe tout le monde. Ah oui, et le régime a une mémoire. Oui, et le régime a une mémoire d'éléphant. Même dans les régimes les plus démocratiques, il y a un journaliste un jour qui a publié des choses dans les journaux, je crois qu'il s'appelait Jonathan Miller, relatives à la sécurité, relatives au milieu d'affaires, et le juge l'a convoqué. Il a refusé de déférer à la convocation du juge. Jean-Jacques, le juge l'a envoyé. Petite anecdote, on va sortir. Le juge l'a envoyé directement en prison pour 85 jours. Voilà. Et le juge a dit que c'était pour lui donner une leçon. Donc, ce n'est pas parce que le pouvoir laisse faire que vous pensez que le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir est bel et bien en place. Il observe tout le monde. Il écoute tout le monde. Et s'il veut prendre des décisions, il les prendra au moment opportun. Voilà. D'accord. Alors, quelqu'un nous dit que le capitaine n'est pas forcément le fils du colonel Effoudou, qui serait juste un oncle, un proche, quand même. Un proche, quand même. Valère Bessala. Si on continue, permettez à Valère de prendre la parole. D'abord, vous allez réagir après. Le contexte de la sortie du capitaine, le timing. Est-ce que tout cela n'est pas à interroger au regard de ce que Soulé a appelé les maladies opportunistes d'une fin de règne? Moi, je ne sais pas. Moi, vous savez, je ne sais pas faire quelque chose à moitié. Parce que si vous avez posé le sujet sur la table, on doit en parler. Nous en parlons, justement. Et moi, je ne parle pas d'un militaire. Ce monsieur, l'État a dit, vous n'êtes plus militaire. On l'a radié de l'armée. Donc, c'est un civil qui parlait. En tenue militaire? Un civil en tenue militaire, c'est quand même... Moi, je reste sur l'identité légale de celui qui parlait. Son identité légale, c'est civil. Il a été radié. Oui. Donc, moi, je ne parle pas des militaires. Si vous suivez un militaire dans mes propos, c'est que moi, je parle d'un civil. Il n'est pas le seul qui parle. Il y a au moins 2 policiers anciens commissaires qui sont à l'extérieur. Il y a Numba. Non, ça, c'est l'armée encore. Il y a 2 policiers. Il y a Zogo, je crois. Il y a aussi un autre qui est même très volubile, c'est Béné. Merci beaucoup. Et il y a donc Nouma, qui est aussi déposé aux États-Unis. Lui, ça fait il y a près de 30 ans que lui, il est même là-bas. Il est influenceur maintenant. Et pour des raisons, chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Ça, c'est dingue. Je voudrais aussi rappeler, quelqu'un a dit ici qu'on dit qu'il est de Dimako. Non, il est d'Atok. Atok et Dimako sont dans le département du Haut-Nyon. Oui. Si je l'ai dit, vous comprendrez. Enfin, ceux qui ont compris ont déjà compris. Presque le même arrondissement. Alors, je veux Okay, je vais donc rentrer dans ce qu'il a dit. Essayons de trier. Hein. Moi, je procède par... C'est vrai qu'on va trier, parce qu'on va entrer dans le fond de ses propos. On évite d'entrer dans le fond. Moi, je ne connais pas ces jeux. On contextualise. On veut contextualiser. Je ne connais pas ces jeux. Parce que ses propos n'engagent que lui. Qui ai dit. On vous avez posé le sujet, oui. J'en parle. Trions. Il résume. Il dit dans l'armée, il y a des corrompus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Il y en a. Donc il ne nous apprend rien. Il ne nous apprend rien. D'accord. Si nous prenons seulement la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, qu'évoquait le colonel tout à l'heure, il y a une économie de la guerre. Il y a dans l'armée qui, justement, font du grand marché personnel là-bas. Il nous parle du trafic de drogue, qui est suivi et protégé par certains hauts gradés. C'est vrai. Moi-même sur ce plateau, je vous ai souvent rappelé cela. La drogue entre au Cameroun, elle va même jusqu'au Tchad, elle est suivie, comme l'or, par certains services et certains hauts gradés armés qui mettent à disposition de ces bandits-là les éléments de l'armée pour pouvoir protéger ces cargaisons qui vont. Aujourd'hui, même quand vous mettez la main même sur un vendeur de drogue, vous allez voir que son vendeur de drogue a son gardien de prison qu'il connaît, il a quelqu'un dans l'armée qui le protège, il a quelqu'un dans la police qui le protège. Donc, c'est vrai. Monsieur Effoudou. Monsieur Effoudou. Moi, il ne l'appelle pas capitaine. Vous l'avez déjà radié. Monsieur Effoudou. Vous rappelez les circonstances pour lesquelles
enfin du moins, qui ont créé tous ces problèmes. Ce qui est particulier, je vous ai dit, moi je suis beaucoup de dossiers. Et ce qu'ils savent, c'est que le président, entre 2018 et 2019, est passé à côté au moins de 2 coups d'État. Parce que les gens vous racontent des choses là. Les entrées d'armes au porte-nom de Douala, on en connaît. On a eu l'affaire RGS ici. Le véritable problème de fond, c'était aussi ça. Et nous sommes dans cette période de 2022, quand il évoque ce dossier. Alors le dossier, c'est particulier parce que je l'ai un peu touché quelque part. Et effectivement, il y a un individu qui a été, donc il a raison. Je suis sur le cri de cet élément qui le concerne, lui particulièrement, qui lui a causé tous les problèmes du monde. Une autorisation d'importation d'armes aurait été signée. Justement, il a donné le nom du ministère. Avec, pour 2 modèles, le nouveau AR-15. Le nouveau AR-15, calibre 223 REM. REM, c'est une arme très légère de fabrication tchèque. Mais c'est une arme semi-automatique. Par ce monsieur Sani Mamadou. Et un pistolet automatique, ce qu'on appelle vulgairement le PA, c'est-à-dire un pistolet de poing, qui était le Glock. Le Glock 19. Le Glock 19 qui est de fabrication autrichienne. Le Glock 19 a ceci de particulier, c'est qu'il a un canon court, il est un peu plus léger et il est généralement utilisé pour sa facilité au maniement et aussi par des services de renseignement parce qu'il est très discret. Voilà les deux principales armes que le monsieur Sani Mohamedou avait commandées. Et c'est cela, et c'est ce que ce monsieur-là, monsieur Fouloudi, il est tombé sur le dossier. Il est tombé sur l'affaire. Et il a fait une autre. Parce que c'est ce qu'il dit. Ça, c'est vrai. Pourquoi moi je dis c'est vrai? Parce que cette affaire, je l'ai connue de manière biaisée. Parce que le Sani Mohamedou habitait, enfin, il était très, fuyant. Mais le dernier logement qu'il avait, que moi je connaissais, qu'il avait pris, c'était des meublés, derrière le stade omniscient. Alors, Valère, on va d'accord qu'on n'est pas en train de dire que ce que M. Foudou a dit est vrai ou c'est faux. On parle de quoi? On n'a pas d'éléments. On contextualise sa sortie. Moi, je vous donne on fait une analyse. Moi, je vous donne des éléments. Non, ces éléments ne nous servent pas, nous, là, maintenant, sur le plateau. Parce qu'on n'aura jamais de contradictoire sur cette question. On peut avoir du contradictoire sur le contexte. Mais voilà mon colonel qui est là. Non, il n'est pas venu en contradiction. Il va pas parler de la qualité des armes ici. Vous voyez bien qu'on se refuse d'évoquer les aspects de qualité des armes et tout. Mais on veut parler de ce contexte qui arrive dans une période où on parle beaucoup de bataille. Et dans son propos, on a l'impression justement qu'il y a un camp face à un autre. On veut rester dans l'analyse politique de cette sortie-là. Vraiment, ne parlons pas de marquer des armes et autres. Ne dites pas une chose au contraire, puisque le colonel a dit tout à l'heure que n'amenez pas la politique dans l'armée. Vous dites qu'il faut une analyse politique. Vous avez le côté politique. Ah d'accord. Il sait exactement. On veut je suis dans le côté politique. Oui. Puisque mon travail en tant que politique, c'est de savoir, de connaître. Non, on est en train de se comprendre, Valère. On est en train de se comprendre. Vous voulez parler du sujet ou on n'en parle pas? On est dans le sujet. Ou bien vous voulez me donner on va éviter les aspects qui parlent de marque. Oui, justement, c'est ça aussi une thématique dans l'orientation. Mais je pense qu'ici, notre logique, c'est aussi de faire savoir. Et si nous nous trompons, les téléspectateurs sont souvent là. Non, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas réagir toujours. Mon but. On n'est pas dit que vous allez vous tromper. Non, je me trompe régulièrement. Moi, je suis ici, je ne suis pas ici parce que je connais tout. D'accord. Ça veut dire que si je dis une bêtise, alors dans le contexte politique de cette sortie. Non, vous ne m'imposez pas une orientation. Vous m'avez donné la parole et je dis ce que je veux dire. Ne m'imposez pas une orientation. Sur le contexte politique, dites ce que vous voulez dire. Je dois d'abord, pourquoi j'arrive sur le contexte politique, il faut que ceux qui m'écoutent comprennent. Là, c'est vous. Sachent de quoi je parle. C'est vous. Maintenant, comment on fait? Votre problème, c'est quoi? Comment on fait? Mon problème, c'est justement qu'il n'y a pas... Non, c'est pas une question de personne, c'est une question de logique. C'est une question de logique. On n'a pas ça, Mamadou qui va venir dire que oui, j'ai eu telle marque d'armes et tout. Tout le monde a lu ce que le colonel a dit. Après, tout le monde a lu ce que le colonel, ce que le capitaine a dit. Tout le monde l'a écouté aussi. Maintenant, notre problème, c'est ça intervient à quel moment? Comment comprendre ce timing? Non. Moi, je ne veux pas encore arriver là-bas. J'ai dit que je vais expliquer. Je veux qu'on trie. J'ai bien dit que je veux trier tout ce qu'il a dit. Pour que vous compreniez quand je vais arriver sur le contexte politique plus facilement. On l'a compris. Non, vous n'avez pas compris. Allons sur le contexte politique maintenant. Non, si vous ne voulez pas, moi je m'arrête là. Non, il n'y a pas de problème. Valère, on va sur le contexte politique. Vous ne m'imposez pas l'orientation. Non, Valère, je suis d'accord. Mais là,
l'orientation de l'émission. Vous avez peur de quoi? L'orientation de l'émission ne vous pas avez les armes ici. Et ce que vous avez non, rien à voir l'Orient, on va leur jouer à ce jeu. À ce jeu. Mon problème, c'est que l'orientation de l'émission ne part pas dans le détail parce qu'on n'aura pas de contradictoire. Quel est le sujet que vous avez donné? Quel est le sujet que vous avez donné? Que cache la sortie du capitaine Effoudou? Que cache la sortie du capitaine Effoudou? Oui. Les armes dont je parle, est-ce que ce n'est pas caché dans son propos? Non, il a dit. Ce qu'il a dit n'est plus caché. Il vous a donné les marques des armes. Oui. Est-ce qu'il vous a donné les marques des armes? Vous avez vu le document? Vous avez vu le document qui est posté? Moi, j'ai vu tout. J'ai vu tous les éléments. On a également le document. Non, il ne vous a pas vu. Le document est posté avec les marques des armes. Je vous donne les marques des origines. Allez-y. Finalement, allez-y donc. D'accord, merci. Mais vous permettez sur vous de là. Nous avons deux présentateurs. On est d'accord, il n'y a pas le dans le débat. Vous retirez aussi le oignon. Je peux continuer. Non, il n'y a pas de oignon dans le débat. Allons-y. Je peux continuer. Oui. Très bien. Monsieur Sani, effectivement, a existé. Sani Mahamadou a existé. Oui. Et je crois que des mesures avaient été prises. Il a été exfiltré, comme lui-même, Effoudou, a été exfiltré. Et monsieur Effoudou, je crois, si je peux me tromper, il est en France. La particularité de ce genre de personnel, c'est toujours quand vous êtes un personnel militaire ou policier avant, quand vous arrivez dans un pays étranger, on ne peut pas vous donner même le droit d'asile et tout ce qu'on va gérer sans vous exploiter avant. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a été exploité par les services français. Mais le plus important, c'est que pour qu'on vous accepte dans un pays comme celui-là, il faudrait toujours que, malgré que vous ayez été exfiltré, qu'il y ait toujours quelqu'un dans le système, ici au Cameroun, au régime, dans ce régime, qui soit votre caution. Sinon, un pays, très facilement, ne peut pas accepter qu'un ancien militaire arrive sur son territoire et sur la base de tout ce qu'il traîne, il reste. Vous comprenez? Si on entre donc dans le contexte, moi je pense, et je l'ai vu, comme vous m'avez empêché d'entrer dans le fond de l'affaire, du moins sur certains éléments de fond, vous dire que M. Effoudou dit des vérités. Mais sauf qu'il a choisi un moment pour dire des vérités. Aussi simple que ça. Comment vous jugez et c'est ce moment. Comment vous jugez que c'est des vérités? Vous m'empêchez de crier tout à l'heure. Je fais dans votre jeu. Je fais dans votre jeu. Dire que c'est des vérités. Il dit des choses contre lui que je dis des choses, mais ne disons pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Je crois que des est partitif. Il dit des choses. Des est partitif. Des est partitif. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est vrai. Je parle français, monsieur Jean-Jacques. Non, on ne dira pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Il dit sa part de vérité. Bon, on dit donc la même chose. Non, on dit pas des vérités. Là, vous affirmez. Là, vous affirmez. Remettez-lui ses vérités à lui. Non, mais je m'approprie certaines de ses vérités parce qu'elle rencontre mes vérités à moi. Alors, vous dites Monsieur Jean-Jacques, vous dites donc des vérités. Je peux continuer. Et Foudébé, ça le dit des vérités. Je suis très dérangé. Allons-y. Qu'est-ce qui me va? Je suis très dérangé parce que le sujet n'est pas de juger. Je suis bien dans votre contexte politique. Que vous m'interrompez toujours. Je ne suis pas d'accord pour des vérités. Qu'est-ce qui ne va pas? L'analyse n'amène pas ce que lui dit des vérités. Dit que c'est sa part de vérité. C'est la première fois que tu vois gêner comme ça. Je suis très gêné parce qu'un monsieur a parlé et vous dit que lui dit des vérités. Alors qu'on n'a pas la possibilité qui est dans le contradictoire. Et on veut éviter le contradictoire justement parce qu'on risque de mettre Effoudou en procès. Voilà. Donc vous vous souciez maintenant des Effoudou plus que de l'État camerounais? On risque de le mettre en procès. Je parle du contexte politique. Oh là là. Je peux continuer? Allez-y. Voilà. Alors, il dit des vérités à un moment particulier. Le guerre des clans. C'est pour ça qu'il y a problème. Et dans son propos, il semble bien distribuer des points. Il semble bien distribuer des points. C'est pour ça que j'entre par là où je suis sorti. J'ai dit, il est d'Atok et Dimako est aussi dans un bon banc. Département de Rognon comme Atok. Vous comprenez? Donc, en distribuant des points, on ressent particulièrement que il en donne davantage, du moins des bons points, au camp de Dimako. Donc du Rognon. Vous comprenez? Mais ça n'en enlève en rien le fond de certaines vérités qu'il donne. Vous comprenez? Parce qu'en fait, en tant qu'officier, il a été utilisé par des politiques. Et on le ressent particulièrement. Utilisé par des politiques pour faire certaines choses. Mais il a été sacrifié sur un dossier particulier, c'est-à-dire celui donc du capitaine, du moins de M. Mohamedou. Dossier sur lequel il est tombé, j'ai donné les types d'armes. Vous comprenez? Il a été sacrifié et on lui a collé un motif. Enfin, ça c'est ce que lui il dit maintenant. On lui a collé un motif comme quoi une affaire de Feyman, pas de diamant, machin, et puis il s'est retrouvé dans la difficulté. Vous voyez? Moi, je n'en sais rien. L'autre là, je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Vous voyez? Voilà la psychologie de l'homme que nous avons et que vous avez posé sur le plateau. Alors la question est simple. Est-ce que le fond est que notre armée est malade? Est-ce que la question de fond n'est-elle pas que notre armée a des soucis? C'est-à-dire que le président Paul Biya a embourgeoisé l'armée.
embourgeoiser l'armée. Au point où les gens n'ont plus vraiment le sens de l'intérêt à la patrie, la défense de la patrie. Vous voyez, voilà un jeune. Si on dit qu'il est né en 1990, hein, et qu'en 2019, il est affecté au service de renseignement de l'état-major particulier du président. Oui. Donc il avait tout son avenir devant lui. Comment en 4 ans, 5 ans, il se retrouve dans une salle à faire comme celle-là et se retrouve à l'extérieur? Vous voyez, il y a donc un problème d'utilisation dans nos services. Quand je dis dans nos services, au sommet de l'État. Parce que les camps utilisent justement cela. Mais je sors en disant que il faut nous poser un autre problème. C'est l'infiltration des politiques dans les forces de défense. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que chaque politique haut placé a toujours son agent de renseignement. Un ministre. Regardez les ministres. Un ministre a son agent. Chaque ministre a son agent à la DGRE, à la CEMIL, au renseignement généraux, ceci. Quand il y a quelqu'un, l'agent de renseignement écrit boss, ministre, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Il passe. Regardez, vous allez voir là, il y a beaucoup d'immeubles qui sont conçus. Il y a des Douala dans les villages ici. Pas les agents de renseignement. Parce qu'ils sont des informateurs des ministres. C'est pour ça que vous allez voir que certains ministres anticipent parfois sur le renseignement. On a même parlé des, il parlait des enquêtes de moralité. Il y a des gens qui sont arrivés qu'on a proposé à Paul Biya, qui étaient des bandits, des pilleurs devant Dieu et devant l'Éternel. Mais qu'on a blanchi parce qu'une note de renseignement a dit non, c'est un monsieur qui est très bien, c'est ceci. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Et d'ailleurs, le président m'avait compris ça depuis. Quand ceux qui côtoient, ceux qui connaissent un peu cette affaire-là là-bas, le président ne fait plus foi au service de renseignement depuis l'affaire Martinez-Ogo même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le président ne fait plus. C'est-à-dire confier certains dossiers à certains services de renseignement parce qu'il sait qu'il ne va rien en tirer. D'accord. Nous avons eu un combat. Non, je sors. Je sais que ça vous dérange. Il a sorti plusieurs fois. Je sais que ça vous dérange. Nous avons un combat dans l'affaire Martinez-Ogo. Où justement, quand on prend M. Eko, on le met en prison. Vous avez vu la bataille qu'il y avait sur qui va trouver le nouveau DGRE. Et on sait d'où il est venu. Enfin, on dit qu'il était d'abord le conseiller de tel, il est arrivé. Nous avons ce véritable problème avec les jeunes qui sont utilisés dans l'armée. Nous avons vu, par exemple, le ministre de la Défense a commencé une série d'épurations à un certain moment. Et puis, mais il ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il a quand même trouvé tout un système. Et il ne peut pas aller toujours plus loin. Même le système de fonctionnement, il dit qu'il est gendarme. Quand ce monsieur vous dit « je suis gendarme », c'est une façon de vous dire que je ne suis pas militaire. Donc, nous avons un traitement particulier au secrétaire d'État à la Défense. Il vous cite le particulier du secrétaire de la Défense qui nomme comme un ripou. Manifeste. Faites attention, c'est très grave ce que ce monsieur a dit. C'est très grave. Et si vous vous écoutez, nous qui mettons les oreilles partout, on va vous dire effectivement que c'est cela. D'accord. Ça dit qu'il y a Valère. Que parfois vous comprenez pourquoi vous voulez pas entrer dans le fond de ces propos. Voilà. Justement, vous voulez pas dans le fond du propos. Tout le monde a lu, tout le monde a écouté. Moi, je suis sorti définitivement. Merci. Pour dire que ne prenons pas ces paroles à la légère. On ne les prend pas à la légère. Parce qu'effectivement, M. Effoudou est en train de montrer le mal même qui gangrène non seulement la scène politique, mais qui a déjà pénétré ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire l'armée de ce pays. Et je redonne la parole au docteur Badiek sur cette question. Lorsqu'on écoute le développement de Valère tout à l'heure, est-ce que l'armée est aussi mal que cela? Est-ce qu'on peut prendre justement les propos du capitaine Effoudou pour interroger la formation, la jeunesse, parce qu'il évoquait les jeunes qui ont fait confiance et puis finalement finissent par trahir cette confiance-là? Vous savez, je suis la personne sur ce plateau qui peut parler de l'armée avec autorité. Oui. 35 ans de service, j'ai occupé les plus hauts postes. J'ai terminé conseiller technique auprès du ministre. Je ne voulais pas qu'on parle de l'armée en ces termes. L'armée a subi des réformes en 2001 qui ont été orientées vers une armée moderne, en mettant le diptyque armée-nation au devant et en gardant une philosophie de défense populaire. Aujourd'hui, si je me mettais à exhumer de manière parallèle tout ce qui entoure le dossier des Foudou, ce qu'on veut éviter justement. Je le connais, je connais suffisamment, il est de la 35e promotion, la promotion paix et émergence. Et je sais quelle est la suite de ce dossier. Lorsqu'il est sorti de la présidence, il a été nommé comme responsable de structure et je ne sais plus quoi, la 3e région militaire interarmée. Ce qui veut dire qu'il ne laissait pas tout à fait un passif quelque peu trouble. Et après, peut-être les enquêtes l'ont rattrapé. Moi, je pense ici, si vous voulez faire un procès de l'armée camerounaise, faites-le avec une certaine honnêteté et voir un peu quel est le fait d'armes de cette armée.
Vous allez me parler de quelques éléments de corruption qui existent comme ça existe dans toutes les professions. Vous allez me parler de quelques brebis galeuses comme ça existe dans toutes les professions. Mais il faut regarder en gros, dans une stratégie globale, dans une vision globale, ce que l'armée camerounaise fait aujourd'hui dans la polymorphie de son combat du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et avec un engagement où ils sont même au niveau opérationnel extrêmement utilisés. L'armée aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, d'un déficit même budgétaire, ne tourne pas comme elle devrait tourner. Parce que c'est toujours avec des grincements dedans que l'on demande le recrutement, parce que c'est difficile. Il faudrait savoir qu'on travaille en contexte. Au niveau de l'Afrique noire, je vous le dis et je vous le répète, la construction, s'il y a une chose aujourd'hui qu'il faut reconnaître au chef de l'État, c'est la construction de cette armée camerounaise qui est partie de 2001, avec le décret, n'est-ce pas, de la réforme, qui a été suffisamment explicite sur les fonctionnalités de l'armée, sur la doctrine d'emploi des forces et sur l'organisation même de l'armée. L'armée camerounaise est bâtie sur une forme d'interarmisation, où pour avoir un effet final recherché majeur, on utilise les 3 composantes des armées conventionnelles. Aujourd'hui, ce décret, pour ma part, doit avoir une évolution dynamique parce qu'on arrive sur le terrain à certaines situations qui peuvent montrer, n'est-ce pas, des défaillances. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais rien figer quand on fait de la stratégie. Et même c'est pour ça que dans nos planifications, nous faisons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, on donne des ordres en cours d'action. Parce que quand l'environnement ne le précise pas ou alors est contraignant par rapport à ce que nous faisons, eh bien, on change. Aujourd'hui, moi, je refuse qu'on parle de cette armée camerounaise. Je refuse que vous ne sachiez pas faire l'équilibre entre certaines brebis galeuses et le sang de mes frères d'armes qui a coulé sur les terres de notre pays. Je trouve que ça, je ne vais jamais l'accepter lorsque je serai sur un plateau. Faisons très attention. Mais vous savez que l'uniforme, c'est vrai, ça généralise les choses. Mais je vais vous dire, vous, monsieur Kiki, vous aviez peut-être... Vous étiez un anti-militariste quand je vous connaissais. Oui, et je vous ai amené sur le champ de bataille. Nous sommes allés jusqu'à la frontière du Nigeria. C'est cette perception que je veux que le public perçoive. Nous étions jusqu'à... Et vous avez j'avais une équipe avec les journalistes de certains confrères israéliens, français, etc. Nous sommes allés au pied de l'avion pour rentrer. Ces journalistes ont chanté l'hymne national parce qu'ils ont vu dans quelles conditions nos soldats combattaient. Je refuse qu'on mêle la politique à l'image de cette armée camerounaise, qui reste une institution aujourd'hui, qui est viable et qui devrait travailler. Lorsque vous allez effondrer ce concept, Kiki l'a dit tout à l'heure, la paix, que vous ne savez pas que on ne connaît la consistance, on en connaît la consistance que lorsqu'on l'a perdue. Vous allez voir qui vous protégera, parce que la mission régalienne de l'armée camerounaise aujourd'hui, l'une des missions, c'est la protection des personnes et des biens. Laissez-la à côté. Tirez à boulet rouge comme vous voulez pour faire plaisir au buzz. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas ce qu'il faut retenir de cette armée qui, dans la majorité, essaie de faire son travail le mieux possible. Ce que j'interdirais, et je l'ai toujours fait, c'est des actes de soldatesque. Absolument. Des actes qui consistent à aller contre les droits de l'homme. Non, si l'armée camerounaise est professionnelle, elle doit s'entacher de ses principes et de les regarder avec une certaine acuité parce que le président de la République, le Cameroun a signé tous ces actes-là de respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme et tout le reste. Elle doit exceller. Et c'est pour ça que l'armée camerounaise aujourd'hui fait beaucoup d'efforts dans les formations. Ces formations DIH sont intégrées dans les formations à partir de l'élève officier jusqu'à la formation des sous-officiers des militaires du rang. Il y a un conditionnement au combat. Donc ne pensez pas que ceux qui violent les droits de l'homme sur le champ de bataille, c'est ceux qui exécutent les missions de l'armée. Donc, ce que je voudrais vous dire, le sujet est passionnant. Ce qu'il veut regarder, il faut regarder une intervention anachronique et qui n'a pas son sens, n'est-ce pas, dans le contexte de l'armée camerounaise aujourd'hui. Parce qu'aucun officier, qui qu'il soit, à la retraite ou ailleurs, ou même débarqué, n'a le droit de parler des choses qui concernent une sensibilité de ce genre, lorsqu'on a été discipliné. Ne pensez pas que nous avons eu un parcours idéal. Oui, nous n'avons pas eu un parcours sur les rails. Nous l'avons aussi connu, mais cela ne nous donne pas le droit de venir parler de toute une institution qui se vaut. Et dans aucun pays, vous ne pouvez provoquer l'armée parce que c'est le socle même de l'intégrité territoriale. Alors personne ne provoque l'armée sur les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure de corruption, de trafic et autres. C'est des choses qui sont connues sous les... Je voudrais quand même dire qu'il faut calmer les émotions, la rectitude
du docteur colonel Badjek est revenu sur terre. Nous ne parlons pas de l'armée pour parler de l'armée. Les journalistes, le plateau, ce ne crée pas un événement. Le plateau essaie d'interroger un fait, la sortie d'un officier. Je vous réponds en conséquence sur la base de la discipline militaire. Oui, Ne faisons pas la diversion. La discipline militaire, c'est une rectitude. D'accord? Et éviter de mélanger ces problèmes parce que il y aura des conséquences. Que vous allez imposer encore à un revoqué. Mais il vous a dit comment ça marche. Il vous a dit comment ça marche. S'il vous plaît. En tout cas. Nous savons que c'est... On appelle ça quoi morte là? L'armée c'est... La grande muette. Mais vous analysez les points factuels. N'est-ce pas? La grande muette. Mais dès lors que l'armée, un officier, capitaine, tous, l'armée s'enrôle. Vous connaissez l'article 4 du règlement général. Monsieur Soulé, l'article 4 du général qui précise justement les devoirs d'un officier ou d'un personnel militaire quand il est parti. Le personnel militaire n'a pas le droit de s'agiter ou bien de parler des questions qui sont relatives de son domaine, même dans sa position hantée. Et ça, c'est l'article 4. Monsieur Soulé, vous ne pouvez pas être ici et demander la rectitude de l'administration des lois et tout le reste et les bafouer quand cela vous intéresse avec une géométrie variable. Docteur Badjek, oui. Calmez-vous. Non, je me calme. D'accord. Je me calme, je reconnais. À aucun moment opposé à ce que vous dites. Mais ça reste, dans certains points de vue, la littérature. Parce que si un capitaine réussit, n'est-ce pas, à faire volte face à ce que vous dites, n'est-ce pas, ça devient compliqué. Et puis, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué face à l'arrogance, l'impertinence et même, n'est-ce pas, le presque pédantisme qu'on rencontre chez les communicants du RDPC. Monsieur le professeur Bilois vient d'en faire la preuve. Parce qu'il rend insignifiante la sortie de cet officier. Écoutez, on vous a dit qu'il vit en France. On connaît les micmacs des politiques françaises à vouloir changer le président Biya. Et je suis d'accord avec Valère que si ce gars peut parler fort maintenant, c'est parce que peut-être quelque chose s'est passé. C'est pas pour ça que je parlais d'influence. Mais non, il y a l'autre chose. C'est qu'il ne sort pas pour rien en tout cas. S'il sort, c'est peut-être qu'il a quelques garanties quelque part. Et il sort contre qui? Nous savons que c'est à la suite des décrets. Maintenant, il y a une autre chose. Revenons sur terre. Vous savez que l'intéressé est lié aussi à l'affaire Mbapout et puis d'autres affaires. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer justement. C'est peut-être que j'ai évité qu'on a... Je ne parle pas de ça. Voilà. Je vous ai promis que je ne parle pas, n'est-ce pas, de l'intérêt. J'essaie un peu de rester un journaliste professionnel qui analyse les faits. Parce que dans le cas d'espèce où il n'y a pas de contradiction, comme vous avez indiqué, je ne peux pas rentrer en profondeur sur ce que dit parce qu'on va vous dire que sont les preuves. Mais je voudrais quand même qu'on se souvienne que dans la maladie des armées africaines qui provoque le malaise, c'est que les colonels généraux sont embourgeoisés. Ils ont tout. Or, c'est différent des officiers, capitaines, sous-officiers, soldats. Donc j'ai tout là. Suivez mon regard, mon colonel. L'histoire dans la prise de pouvoir par force dans les pays africains. C'est rédhibitoire. N'est-ce pas? Nous laisse voir que ce sont les capitaines. Jean-Jacques Zeux. Dans la majorité des pays africains où les gars ont pris le pouvoir, c'est des capitaines, des officiers capitaines. Donc dire que c'est insignifiant, alors que moi j'ai peur, ça veut dire qu'on n'a pas compris, professeur Bilois, ça veut dire qu'on n'a pas compris qu'il faut prendre au sérieux cette affaire d'un capitaine qui est en France, sachant qu'il y a des capitaines, n'est-ce pas, qu'on voit rapidement, parce qu'au moins, n'est-ce pas, le summum de la souffrance en descendant, parce qu'en haut, c'est les colonels, qui ont tout, ça devient politique. Ça devient politique, et ils ont des deals extrêmement compliqués. Je ne dis pas que le docteur Bazé qui est là-dedans, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais toujours est-il que faisons très attention de penser que la sortie maintenant du
capitaine Foudou, n'est-ce pas, en France, que ça pourrait paraître anodin. D'accord. Roger, sur la question, il y a eu une première partie de cette interview et on vous annonce une seconde partie qui parlerait de l'affaire Martinez-Zogo. Est-ce que cette scénarisation ne justifie pas que certains pensent que vraiment c'est une opération montée? Oui, c'est une opération. D'abord, j'ai dû dire que le capitaine était le fils du colonel Foudou. Il est de la famille, mais ce n'est pas son... Il doit être neveu. Hein, le neveu. Le colonel, selon les messages que nous avons connus. Voilà, il est neveu, donc le colonel, il n'est pas son fils. Et deuxième chose, je crois qu'au lieu de dire général de brigade Mélingué Nouma, j'ai parlé du colonel. C'est le général de brigade Mélingué Nouma qui est désormais le commandant de la première région militaire interarmée. C'est clair. Il a été ancien commandant, général, ancien directeur adjoint de la sécurité présidentielle. Alors, le capitaine Foudou dont on parle, parce qu'il y a eu une première attaque, une première salve. La première salve était contre l'amiral Fouda. Dans les affaires que vous connaissez. La gendarmerie a dû abattre des chiens pour aller récupérer quelqu'un dans une résidence à la nouvelle route Bastos. Vous voyez que la première cible dans les affaires de ce genre-là, c'était le contre-amiral Fouda, un homme de confiance, un proche du président, qu'on a trempé dans toutes sortes de choses. Et je peux vous rappeler que les dossiers en question viennent de rebondir au tribunal. Parce que le capitaine, le contre-amiral a dû être blanchi à l'époque. Deuxième phase, on va leur essayer d'établir quand même une dialectique entre le Oignon et la Haute-Sanaga, quelque chose de ce genre-là. Mais moi, je regarde pas ces choses-là avec naïveté. Parce que dans la structuration de tout ce qui se passe et de ce qu'on annonce, c'est l'entourage du chef de l'État. Vous allez prendre appui sur les autres. Hein. Tout à l'heure, c'était Soulé. Permettez-moi de parler. Maintenant, c'est Valère qui dit cela. Mais parlez pour vous. Ce monsieur-là est dans des affaires liées à l'entourage du chef de l'État. Moi, je ne suis pas de ce. Tout à l'heure, il a cité Soulé. Plusieurs fois. Pour d'accord, on a compris l'essentiel. Pour sortir son professeur si vous pensez que le poste est vacant, allez le prendre. Si vous pensez que le poste est vacant, allez le prendre. Alors revenez à ce que vous êtes en train de dire. Le contexte. Vous avez des petits malins qui sont feu de pouvoir pour accéder à la fonction. Comment? Vous allez voir dans les plateaux, ça tourne toujours. Biya a fait ceci. Moi, je ne suis pas un homme politique. J'analyse. Je vous dis que l'affaire dont on parle, l'affaire dont on parle tourne autour des proches collaborateurs du président de la République. Que ce soit même Galax, le CED dont on parle. Oui. Au début, l'affaire avait commencé par le contre-amiral. Oui, vous l'avez déjà dit avant ça. Et maintenant, on nous annonce des prochaines sorties. Si une affaire d'un officier qui a travaillé dans les renseignements, au niveau d'une institution comme la présidence, commence à tourner dans un contexte comme celui-ci, autour du chef de l'État, et à partir de la France, je m'interroge. Hein, ça me laisse songeur. Deuxième chose quand même, et le colonel Badiek l'a dit, l'armée est une institution. À une certaine époque, un jour, mes confrères de la Nouvelle Expression avaient fait un papier ils avaient les informations selon lesquelles des braqueurs seraient partis à Madagascar, au Kassav, et seraient entrés en possession des armes, des gendarmes. Vous savez ce que le général Mambou Defo avait fait à l'époque? Il a envoyé interpeller mon grand frère Tunke à Douala pour qu'il vienne lui montrer comment les armes des gendarmes ont été arrachées. Parce que si nous continuons à agir comme ça, elle peut quitter son cadre professionnel et régalien, l'armée, pour venir rentrer là où nous la convoquons. L'armée est une institution. Pour le moment. L'armée n'a pas dit qu'elle a une ambition d'aller prendre un certain fauteuil qui est resté vacant quelque part. Vraiment, faisons des analyses
et les capitaines qui prennent le pouvoir, et c'est pas de ça que nous sommes venus parler. Nous disons que c'est une institution. Quand moi je dors en sécurité à la maison le soir, c'est parce qu'il y a des gens dehors qui travaillent. Badiep m'avait amené à Banki, c'est la frontière avec le Nigeria, à la forêt de Sambisa. Je suis parti à la forêt de Sambisa avec Didier Badiep. J'étais, oui bien sûr, en position alors nous savons que cette armée est professionnelle. Oui, je sais quelle est la difficulté dans laquelle ces gens-là travaillent. On ne peut donc pas s'appuyer sur une ou deux petites anomalies pour généraliser. D'accord. Alors on dit chez nous au village que c'est une seule dent qui a pourri toute la bouche. Une seule dent ne peut pas pourrir toute la c'est quand même une seule dent qui peut pourrir la bouche. Des choses qui sont évoquées, on ne dira pas qu'elles sont totalement fausses. D'ailleurs, on reçoit plein de messages qui parlent d'allocation familiale, qui parle de ci ou ça. Ce n'est pas le débat. On verra comment un jour construire un débat autour de parler du malaise tout à l'heure. Oui, il y a certainement des grincements de dents de ce côté-là, mais le sujet qui est évoqué aujourd'hui interroge le timing et l'opportunité. On n'a plus que 6 minutes pour sortir de cette thématique-là. D'abord, le professeur. Ce sont les intrigues politiciennes. Ce sont les intrigues politiciennes. Vous êtes d'accord quand même que le politique a infiltré l'armée? C'est ce que Valère a dit. Je n'ai pas de preuve que le politique a infiltré l'armée. Vous voulez quel genre de preuve? Mais dans beaucoup de pays, les hommes politiques utilisent toujours des éléments de l'armée. Comme au Cameroun alors? Je ne sais pas si c'est ça. Pourquoi dans beaucoup ailleurs? Non, attendez. L'armée, c'est une grosse institution. Pour parler de l'armée, il faut prendre des précautions. Quand même. Vous ne pouvez pas parler d'une grosse institution comme l'armée et tous les milieux diplomatiques du Cameroun vous disent que l'armée camerounaise est très professionnelle. Vous voyez? Je causais avec un diplomate un jour, il m'a dit, mais quand Boko Haram a commencé à attaquer le Cameroun, on a pensé que ce serait au Mali et qu'ils arriveraient en Gaoundéré ou bien à Yaoundé. Mais quand le BIR a brasé tout ça, il m'a dit non, l'armée camerounaise est très forte. Donc il faut faire attention. Je crois que même le capitaine est fou. Je pense que ce qui se passe là maintenant, c'est que il peut arriver qu'un homme politique ait des bons rapports avec un membre de l'armée et puis qu'un jour il se brouille. Parce que ça a tout l'air d'une chose qui était une amitié au départ, qui s'est brouillé par la suite. N'est-ce pas? Parce que quand on lit entre les lignes, n'est-ce pas? Quand on lit entre les lignes, et quand on écoute aussi les gens, sous les bancs, on dit qu'on écoute les gens, mais on a des amis qui sont dans les milieux de renseignement de la présidence, qui nous disent que le capitaine était très proche de certaines personnalités de la présidence, et qu'aujourd'hui, la relation a viré au vinaigre. Et ils vous ont aussi dit pourquoi? Et ils ne m'ont pas dit pourquoi. Mais vous n'avez pas posé la question. On peut deviner pourquoi. Vous devinez qu'il s'agit de quoi? On peut deviner pourquoi. Parce que, généralement, quand les gens s'entendent, c'est qu'ils partagent bien. C'est que ils sont satisfaits du partage. D'accord. N'est-ce pas? Et le gars qui travaille au service de renseignement, lui, quand il est bien fourni en ce qu'il demande, l'amitié continue. S'il ne reçoit plus rien, c'est normal que la relation se brouille. Vous voyez? Entre les mais maintenant, il est aussi possible, mais je n'ai pas de preuve de ce que je dis, il est aussi possible qu'il ait été utilisé par un camp adverse qui veut salir la personnalité ou les personnalités dont il parle. D'accord. Merci, professeur. Valère, est-ce que ça ne soulève pas la question de l'arbitrage? Tout se dit, on a l'impression que c'est le professeur qui disait que le pouvoir observe. Est-ce qu'on n'essaie pas un peu trop au point où cet épisode qui a commencé peut engendrer beaucoup d'autres épisodes? Non, je voudrais d'abord préciser une chose. Le professeur vient de dire quand l'Obir a rasé l'affaire Boko Haram, c'est une insulte à l'armée. Ce n'est pas l'Obir qui rase quoi que ce soit. Dans le septentrion, moi j'ai travaillé. L'armée régulière est plus impliquée. L'Obir n'est qu'une force spéciale. Le colonel est là. L'Obir fait partie de l'armée, non? Non. L'Obir ne fait pas partie de l'armée. On a parlé de l'interarmisation. Donc, il faudrait d'abord qu'on ramène cela comme ça, parce qu'il ne faut pas penser que l'armée régulière, non. C'est un avantage au nord-ouest, et ainsi de suite. Okay, ça, c'était là. D'accord. Alors, l'élément, quand vous me posez la question sur l'arbitrage,
Non, qui pour stopper cette saignée? Non, la saignée, pourquoi vous pensez que la saignée peut être stoppée? La seule personne qui a organisé ça, c'est toujours Paul Biya lui-même. Parce qu'il faut le dire, le bonhomme, il vous dit qu'il a levé ce dossier. Depuis qu'il avait levé ce dossier, c'est-à-dire de cet élément qu'il a pris avec des armes et tout, c'est là où tous ces problèmes ont commencé. Sa carrière était tranquille. On lui a collé une affaire d'abord sur pas de diamant, c'est le Feynman là. Ensuite, on lui a encore collé une affaire sur le contre-amiral Fouda, qui était une affaire qui, jusqu'à aujourd'hui, personne ne comprend cette affaire. Non, moi je reviens plutôt sur le fondement de ce qui se passe. Ce monsieur est victime justement de tous les complots que les camps se font au niveau du sommet de l'État. Aussi simple que ça. Analysez l'affaire. Ils ont enchevêtré une série d'attaques contre chaque collaborateur proche du président de la République. Quand vous regardez le timing, depuis 2019, lui-même il a commencé d'abord à être attaqué, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence de la République sur les affaires de stade. Vous vous souvenez? Les affaires de stade, on dirait que c'est lui qui avait créé les task force, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout l'argent est parti. Ensuite, dans l'affaire Covid, on lui a posé ça sur la tête, il a encore créé les task force. On sait ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit souvent, il a remonté l'affaire. C'est-à-dire que avec l'affaire Martinez, on a vu comment il a frappé le ministre de la Justice, il a impliqué le ministre de la Justice, il a impliqué le ministre des Finances dans l'affaire, les complicités avec, ainsi de suite. Le grand homme d'affaires qui avait sa chaîne de télévision, qui avait de l'autre côté. L'affaire Martinez. On a vu ensuite comment le contre-amiral était impliqué dans des histoires dormies debout. C'est-à-dire quand vous regardez le gars qui parle de cette affaire, le contre-amiral, il est maintenant vice-amiral. Vice-amiral. Et c'est là le petit vous précise qu'en fait, il avait été impliqué dans l'affaire, mais c'était faux. Parce que c'est ce que le petit dit dans cette affaire-là. Et ensuite, on est arrivé maintenant à cette affaire d'or aussi, qui maintenant embarque le directeur adjoint du cabinet civil. Vous voyez? Et maintenant, on comprend que, et c'est ça que j'ai dit, le contexte, il intervient et on pense et on voit qu'il distribue davantage de bons points dans un camp plutôt que dans un autre. Moi, je dis, et je le répète, l'armée, on ne parle pas de l'armée dans son travail républicain. Oui. Vous comprenez? On parle de l'armée, les éléments de l'armée, dans leur connexité sociale, dans leur connexion avec la société, parce que c'est ça le véritable problème. Si le monsieur vous dit, j'ai mené une enquête, j'ai fait mon travail en tant que chargé des renseignements, dans l'état-major particulier du président, et voilà dans les choses dans lesquelles on m'a mis, une affaire dans les diamants avec les Feynman, une affaire de ceci et de cela, la connexité. La deuxième chose, c'est qu'il faut retenir, ce que nous disons de l'armée, c'est justement ce mal-être-là. Que nous voyons le ministre de la Défense bas, mais le système dans l'armée est tellement complexe que il lui est difficile à ce ministre de pouvoir faire ce qu'il peut faire. Est-ce que vous savez, moi j'ai dit ici, parce que le colonel lui disait, il ne faut pas entrer dans ces choses-là, 2 ou 3 choses. Non, ce n'est pas 2 ou 3 choses, mon colonel. Et vous le savez, je sais que vous n'êtes pas encore très loin de votre métier, de cette affaire-là, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Mais nous sommes des politiques. L'affaire des émoluments est toujours pendante dans ce pays, dans l'armée, qui a fait fuir des gens à l'extérieur et qui sont revenus contre des gages. Et qui sont en poste, hein, en 2009. Des émoluments, des milliards perdus, Cameroun. Il y a l'affaire de ce qu'on appelle le MOMA dans l'armée. C'est pour ça que non, moi je voudrais juste... le message il ne peut pas parler de ces choses. Il ne peut pas parler de ces choses. Mais je dis que nous avons ces problèmes-là. Au fond de l'armée, il y a des soldats qui sont complètement exilés aujourd'hui à l'extérieur à cause de l'affaire du MOMA. C'est-à-dire que des hauts gradés de l'armée qui touchaient l'argent avec des noms fictifs dans les banques et envoyaient des petits soldats à qui on a voulu trancher la gorge, ils ont traversé les frontières. Je dis cela, monsieur Jean Zadier, pourquoi? Parce que c'est des phénomènes que nous pensons être isolés dans l'armée en disant non, c'est très petit, ne parlons pas de ça. Mais qui peuvent revenir dans la société. D'accord. Parce que ces gars qui se retrouvent, vous avez, voilà un capitaine à l'extérieur, il y a 2 commissaires, j'en ai donné les noms, il y a Nouma qui est là-bas à l'extérieur, ainsi de suite. Mais attendez, vous pensez que les guerres sont souvent parties d'où? Quand un pays décide de nuire à un autre, il utilise justement ce genre d'éléments-là. C'est-à-dire frustré que vous avez radié ou que vous avez chassé d'un moyen, par un moyen ou par un autre, pour revenir en force et créer du désordre. D'accord. Donc, il ne faudrait pas penser que c'est des actes isolés ou des situations isolées. Sur l'aspect de frustration, parce que beaucoup de messages évoquent justement les frustrations, ce serait un peu le lot quotidien dans l'armée. Non, il ne faut pas faire de langue de bois. Vous savez, hein, les frustrations montent. Il y a une certaine condition aujourd'hui qui demande à être changée par des arbitrages beaucoup plus pertinents. Il y a des difficultés, il peut y avoir des malaises comme il en existe dans d'autres sociétés. Moi, je voudrais juste attirer votre attention et l'attention des téléspectateurs de ce que jouer avec la sensibilité morale
de la troupe à pareil moment, c'est un jeu extrêmement dangereux. Et je dis aussi qu'il est une chose. Le fait que ces éléments existent ne provoque pas, n'est-ce pas, un changement systémique. Le système de l'armée dans son fondement doctrinal est resté le même. L'armée continue à vaquer à ses missions, n'est-ce pas, de manière toujours régalienne, avec honneur et fidélité. Et c'est ça que je voudrais qu'on garde dans l'esprit. Si jamais je dis aujourd'hui que il y a des points que M. Bessala a nommés ici, hein, et que cela n'existe pas, c'est que je fais la langue de bois. Non, ce n'est pas ça la question. La question est de savoir ce que nous devons retenir de notre armée en gros. Et avoir un certain équilibre aussi dans notre manière de parler. Vous ne pouvez pas dire que dans l'armée, il n'y a que ceci, il n'y a que cela, il n'y a que la corruption. Et c'est donc pour ça que je me lève, n'est-ce pas, pour être capable de relever que non, vous avez une armée républicaine et professionnelle dans la grande tendance, mais c'est vrai que ce genre de choses peuvent exister. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu analyser ce problème-là sous le prisme de ce qu'il a fait, parce que moi, j'ai le détail de son CV, du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses qui sont rédhibitoires. Vous me direz aussi que peut-être qu'on lui en voulait, mais il n'était que capitaine. Je ne sais pas pourquoi on devrait en vouloir à un capitaine. Donc les choses peuvent s'expliquer comme ça. C'est pour ça que je suis resté dans l'éthique que devrait garder un militaire, même s'il a été révoqué, ou alors s'il est toujours en fonction. Vous comprenez un peu ma démarche. Ma démarche n'est pas celle d'être le procureur forcément de ceux qui ne comprennent pas ce que fait l'armée. Je voudrais rester constant, n'est-ce pas, dans l'analyse factuelle des éléments fondamentaux. Ça veut dire qu'on est d'accord, colonel, que dans cette sortie, il y a du politique, selon le contexte, tout à fait. Mais il y a également le véhicule de cette difficulté qu'on connaît dans l'armée. Cela existe. Dans ce que cache la sortie, il y a la corruption, il y a les trafics, il y a également les Et cela peut participer d'un mal-être, un mal-être que l'on ressent par-ci, par-là. Mais je pense également, vous savez, la principale mission de la conduite de la troupe, c'est son moral. Le chef militaire même qui conduit la troupe devrait être toujours inquiété de la position du moral de ses hommes. Donc ce sont des problèmes qui font partie de la préoccupation. Est-ce que vous suivez souvent les messages du ministre délégué à la présidence, qui est à la défense, qui reconnaît qu'il y a ceci, qu'il y a cela? Moi je l'ai souvent suivi. Il y a ceci, oui, on a suivi, n'est-ce pas, vos revendications ou bien alors vos difficultés. Nous trouverons tous les moyens pour pouvoir les résoudre. C'est cela, c'est une conduite permanente. Hein, quand on conduit les hommes, on écoute aussi leurs pleurs. Et même les revendications là sont autorisées dans l'armée par le règlement. Tu exécutes d'abord l'ordre et tu fais ces revendications dans un cadre approprié. D'accord. Voilà. Il y a ces sorties là, on va sortir par là justement, colonel, pour indiquer que l'armée camerounaise est probablement la plus occupée aujourd'hui. Plusieurs fronts à la fois. C'est ce que j'ai dit, oui. Je vous ai dit que les fronts sont partout, hein, dans les 4 coins cardinaux. Au nord, il y a le Boko Haram. Au niveau de l'ouest, il y a toute la bande où il y a l'irrédentisme. Dans la partie hauturière, et même au niveau des côtes, vous savez qu'il y a des pénétrations maintenant. Voilà. À l'est, vous avez les incursions. Vous avez tout le trafic qui se passe au niveau du... L'armée camerounaise est extrêmement occupée aujourd'hui. Elle est tiraillée et il y a des gens qui ne vont pas en permission normalement. C'est ça que je voudrais reconnaître, cet effort. Vous savez, quand vous faites une communication au niveau d'Info TV et qu'il ressorte que non, il n'y a que les bandits dans l'armée, il n'y a que ceci, qu'est-ce que vous voulez que vous apportiez comme morale à ces hommes qui combattent pour vous? Donc, c'est cette image-là dénaturée que je combats. Je ne combats pas, n'est-ce pas, des vérités qui sortent. Elles doivent être endiguées. Elles doivent être réduites, mais il faudrait reconnaître le sens républicain et professionnel de cette armée. On est d'accord là-dessus.